Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition des Rendez-vous de l'inclusion. Les Rendez-vous de l'inclusion, c'est 60 minutes d'émission pour vous aider à renforcer votre politique handicap et RSE. Cette année, en 2023, nous vous proposons, en plus de celle-ci, 4 autres émissions, en avril, en juin, en octobre, en décembre. Vous avez sûrement reçu le programme. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous le demander en commentaire et on vous l'enverra. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour faire un focus sur les outils mis à disposition par la mission handicap de la sécurité sociale, avec un zoom en deuxième partie d'émission sur la plateforme Alex, que vous connaissez peut-être déjà, et qui développe aussi de nouveaux services, donc on va en parler. Nous accueillons donc en plateau Simona Burgios des Simone, que vous connaissez sûrement, qui est la pilote de la mission handicap. Bonjour Simona. Bonjour Pauline. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Tuzinski, qui est la directrice générale de We Care at Work, qui va nous parler donc de la plateforme Alex en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci à vous pour votre invitation et bonjour à toutes et à tous. Avec plaisir. Durant l'émission, vous aurez la possibilité de poser des questions en direct. On y répondra à la fin des jeux de questions-réponses. Et puis, si on n'a pas le temps de répondre à tout, on vous apportera évidemment une réponse par écrit. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va laisser la parole à Hélène Hiver, qui est la directrice du développement et de l'accompagnement RH à Lucans. Malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais elle vous a enregistré un petit message. On l'écoute. Bonjour et bienvenue pour ce premier rendez-vous de l'inclusion sur le thème des outils au service de votre politique handicap. En introduction, je voulais juste dire quelques mots sur l'engagement fort du régime général de sécurité sociale en faveur de la politique handicap. C'est un engagement qui a été particulièrement dynamisé par la signature des différentes conventions AGFIP, la première en 2016, la seconde en 2021, et qui a eu des résultats tout à fait manifestes. Les chiffres sont éloquents. En 2015, avant la signature de la première convention, nous avions à la sécurité sociale un taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap de 5,5%. Et quelques années plus tard, en 2021, ce taux d'emploi direct était de plus de 7%. Donc on voit que collectivement, on a gagné 1,5 point grâce à cette dynamique. De la même façon, en 2016, nous avions 120 organismes seulement qui atteignaient l'obligation d'emploi de 6% des travailleurs handicapés. Et en 2021, ils étaient presque 2/3 des organismes de sécurité sociale, puisqu'ils étaient 191 à atteindre le taux d'emploi de 6%. Donc des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, et pourtant on sait que le chemin est encore long pour avoir des environnements de travail qui soient tout à fait inclusifs. Et c'est l'objectif de l'émission d'aujourd'hui, de vous proposer des outils qui soient vraiment ajustés à vos besoins sur le terrain. Alors, on va en voir ensemble un certain nombre ce matin. Premier outil, l'autodiagnostic, qui vous permet de voir où vous situez, puisque pour parvenir à une destination, c'est quand même important de se géolocaliser et de savoir où on en est en termes de politique handicap dans son organisme. On va aussi vous présenter un certain nombre de ressources, d'outils, certains anciens, d'autres nouveaux, vous rappeler les interlocuteurs qui sont à votre service en région ou au niveau national, et puis on vous présentera aussi la plateforme de conseil Allo Alex. Voilà, je vous souhaite une excellente émission parmi nous, et puis j'espère que tous ces outils vous seront très utiles sur le terrain pour mener les projets qui vous sont chers. Alors, Madame Hiver, dans cette vidéo, vous souhaite une bonne matinée. C'est tout simplement parce que la vidéo a été enregistrée un matin. Mais en tout cas, on la remercie beaucoup pour ces quelques mots. On va démarrer tout de suite avec la première séquence qui s'intitule « Saisissez-vous des outils de la mission handicap ». Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils vont vous être très utiles. On va commencer avec Simona. Simona, peut-être on peut rappeler que la sécurité sociale est engagée donc avec l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qu'on connaît évidemment sous le nom d'AGFIP. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait cette convention AGFIP concrètement, qu'est-ce qu'elle nous apporte?
Alors, la convention AGEFIP, déjà, la première, elle a été signée en 2016. C'est une convention, en fait, c'était un peu, pas une première pour l'AGEFIP, bien évidemment, l'AGEFIP signe beaucoup de conventions, mais c'est une des plus grandes conventions que l'AGEFIP a signée avec une entreprise privée. Et du coup, on a pu la renouveler en 2021 parce qu'on était une branche. Ça aussi, c'est important à le dire, parce que normalement, une convention, c'est sur une période limitée dans le temps avec l'AGEFIP, sur 3 ans. Voilà, c'est une fois, et ça sert, en fait, l'idée de la convention derrière, c'est pour donner une dynamique d'une politique handicap au sein d'une structure. Bien évidemment, bon, nous sommes un réseau très vaste, et du coup, cette convention a été renouvelée. Et grâce à ce conventionnement, on bénéficie en fait aussi d'un budget qui est moitié UCANS, moitié AGEFIP. Et ça nous permet de mettre en place pas mal d'outils justement pour élancer la politique handicap. Oui, donc une démarche qui est en cours depuis 2016. On est quand même une des plus grosses conventions de l'AGEFIP. On nous a renouvelés. On nous a renouvelés et c'est un vrai professionnalisme en fait qui est apporté parce que au-delà du budget, l'AGEFIP nous accompagne pour réfléchir les actions, pour repartir les axes, pour investir et investiguer des nouveaux secteurs d'action. Et donc, c'est vrai que ça nous professionnalise, ça nous aide et ça nous accompagne. Et donc, c'est vrai qu'en fait, la mission handicap de la sécurité sociale, elle a été créée en fait en 2016 au moment de la signature de la convention. Voilà. Alors, je n'étais pas encore là, mais en 2016, avec cette convention qu'on a signée, il s'est posé la question du pilotage. Mais comment on pilote voilà, tout ce réseau et on a donné naissance à cet organe qui est la mission handicap. Alors, elle est formée par qui? Aujourd'hui, on a les 5 branches. À l'époque, il y avait les 4 plus l'UCANS. On les rappelle. Donc, c'est la branche maladie, la retraite, la famille, les URSAF avec le recouvrement, donc la branche recouvrement, et la CNSA, donc la branche de l'autonomie. Aujourd'hui, elle a intégré depuis cette année, en fait, la mission handicap. Cette mission handicap se réunit une fois par mois. Elle se réunit pour accompagner les actions qu'on met en place, mais aussi réfléchir aux besoins des organismes. Donc c'est pour ça que nous demandons systématiquement un retour de la part des organismes s'il y a des besoins spécifiques, ou en tout cas voilà, des problématiques, de les faire remonter, parce qu'on est là aussi pour accompagner et trouver des solutions en fait, au niveau local, régional ou au niveau d'une branche. Et cette mission handicap s'appuie sur un réseau aussi. Le réseau, c'est le réseau des référents handicap territoriaux. Alors, ils sont 25. Ils sont divisés par région. En moyenne, il y a un binôme dans chaque région. Le réseau des référents territoriaux, en fait, ils sont mandatés par la mission handicap pour œuvrer dans la région et coordonner, accompagner, animer les organismes qui sont au niveau local et faire en sorte en fait que les messages aussi du national arrivent jusqu'au local et que les messages du local remontent au national, mais aussi pour créer une dynamique de réseau au niveau d'une région avec des acteurs internes et externes. Oui, donc on a les référents locaux dans les organismes, les référents territoriaux au niveau des régions et les référents nationaux, voilà. D'accord. Et donc c'est vrai que la mission handicap, elle s'adresse pas forcément qu'aux référents, elle s'adresse principalement aux référents handicap, mais elle concerne aussi en fait plein d'autres types de métiers à la Sécu. Oui, rappelons que le référent handicap, lui, il est dans la plupart des cas dans un service RH et que les actions que nous accompagnons, bien évidemment, s'inscrivent comme la politique handicap, c'est une politique très transverse, elle touche à beaucoup d'environnements, comme l'accessibilité numérique par exemple, donc on va jusqu'aux services informatiques, mais on est présent aussi pour les achats et on est aussi sur des problématiques de maladie, on le verra tout à l'heure avec la plateforme Alex, donc on touche aussi à la santé et donc c'est vrai que voilà, nous on s'adresse à notre réseau aux référents handicap, mais c'est une politique qui intéresse les services RH dans le sens le plus large. Le sens global. Et donc, la mission handicap, elle produit un certain nombre d'outils.
Ce trimestre, on en a sorti 2 qui, je pense, pourront vous être très utiles. On a tout d'abord sorti 5 fiches repères et un guide du référent handicap local. Donc là, vraiment plus pour les référents dans les organismes. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu ce que sont ces outils ? Oui, alors les fiches repères sont venues dans la convention AGEFIP. Rappelons que ce sont des outils qui ont été réfléchis en amont avec l'AGEFIP pour essayer effectivement d'accompagner au maximum les référents. Et là, c'est né d'un vrai besoin. Avoir un endroit où on pouvait, par thématique, je rappelle, c'est 5 thématiques, les fiches repères. Donc, on a le recrutement, le maintien dans l'emploi, on a les achats responsables en matière de handicap, on a formé et sensibilisé et on a aussi la DOTH. Donc, ces fiches repères viennent en appui du référent handicap. Nous avons un grand turnover chez les référents handicap locaux. Et du coup, l'idée, c'était de dire, mais comment je peux outiller l'organisme pour que dès qu'il y a un mouvement, un changement de référent handicap, l'historique ne soit pas perdu et où la personne puisse avoir à la fois des informations, un peu d'accompagnement, comment recruter, comment faire, mais aussi de liens vers les outils pratico-pratiques qui sont mis à disposition principalement sur nos réseaux internes. On en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Je pense que une des fiches repères s'affiche à l'écran. Donc, c'est des PDF, en fait, qui sont faits, ils sont assez agréables à lire et on retrouve les informations clés, comme tu disais, des liens pour aller retrouver les documents. Donc, ça permet aussi de centraliser et d'informer. Et on a aussi le coin du référent handicap. Voilà, c'est un petit encadré, en fait, là où on donne les outils. Donc, schématiquement, on essayait de les rendre faciles à lire pour qu'effectivement, on puisse retrouver rapidement l'information qu'on souhaite. Et donc, le deuxième outil, parce que les fiches repères, on vous les a déjà un petit peu communiquées, on en a envoyé par mail au directeur d'organisme, et on a ce nouvel outil qui vient de sortir, donc c'est le guide du référent handicap. À quoi ça sert en fait? Alors déjà, je voulais remercier les référents handicap territoriaux qui ont fait un grand travail pour initier ce guide. Même s'il a changé de forme, le travail était fait avec la mission handicap nationale et les référents territoriaux. On s'est posé la question, on est parti du point de vue du référent handicap local. Quand un référent handicap local justement arrive dans ce réseau, parfois, il a du mal à voir les différents niveaux et qui fait quoi. Donc, à partir de là, on a conçu ce guide et je remercie aussi la DIRCOM. Pauline, tu as pas mal travaillé aussi sur ce document pour le rendre lisible et aussi charté sécurité sociale. Et donc, du coup, ce document va accompagner les référents handicap à comprendre leur rôle au sein de l'organisme, le rôle du référent justement territorial et le rôle du national. Voilà, c'est un document facile pour résumer ce qu'on vient de vous dire aussi ici aujourd'hui. Normalement, le lien de téléchargement doit s'afficher dans le fil de discussion. C'est vrai que c'est un document qui résume bien pour bien comprendre comment fonctionne le réseau, où sont les outils, les missions, les attendus. Et je précise aussi que ces documents sont évidemment accessibles, notamment pour les personnes malvoyantes ou qui ont des difficultés de lecture. On s'investit tous pour que nos documents le soient au maximum. Le sujet du jour, c'est comment consolider sa politique handicap. Ce que j'ai envie de te demander, Simona, c'est si tu devais donner 3 conseils à un organisme ou à un référent handicap, quels seraient ces conseils en fait? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, le premier conseil pour moi, c'est de se rapprocher de l'AGEFIP. D'accord. L'AGEFIP est à même d'accompagner les organismes directement en local. Et d'ailleurs, nous avons sollicité l'AGEFIP dans ce sens au niveau national. Et on a demandé des réunions avec toutes les directions régionales pour pouvoir expliquer déjà notre convention, comment elle est structurée, les outils que nous mettons à disposition pour que la direction régionale, quand l'organisme va frapper à sa porte, soit prêt et connaisse déjà l'environnement. Qu'il ne débarque pas les spécificités de notre réseau. Et l'AGEFIP, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut accompagner pour la mise en place d'un plan d'action. Mais il peut aller bien en amont, diagnostic par exemple, voire jusqu'à mettre en place une convention. La convention peut être mise en place entre l'AGEFIP et l'organisme local, même si nous avons déjà signé une convention au niveau de l'UCANS. Et cette convention, elle peut aussi être non financière. Alors, quel est l'intérêt d'une convention non financière? C'est d'avoir cet accompagnement jusqu'au bout
Et c'est aussi justement d'inscrire une politique handicap un peu dans le marbre au niveau de l'organisme. Oui, aussi d'avoir quelque chose qui ancre les engagements. D'accord. Et effectivement, quand on structure, quand on met en place une vraie politique handicap, eh ben, ça permet de l'inscrire, d'avoir un budget parfois alloué, parce que même si la convention AGFIP n'est pas financière, au moment où on décide de mener des actions, il faut demander un budget au niveau local, et du coup, le référent handicap aura plus de possibilités d'avoir déjà des actions tracées sur une stratégie. Et ça donnera plus de sens aussi et une meilleure visibilité à la direction, mais aussi aux collaborateurs qui voient arriver le déploiement des actions, et parfois la DIRCOM, qui va mieux comprendre les enjeux du référent handicap, et il va se dire, ah ben là, on va structurer un plan de communication sur l'année, et on va accompagner comme il faut la totalité des actions. Donc pour moi, l'accompagnement de la GFIP, c'est un accompagnement très important à mettre en place. Pour avoir aussi une stratégie, ils accompagnent surtout ce volet-là. D'accord. Un autre conseil Alors, en continuant sur justement le plan d'action, un conseil à donner, c'est celui-là de venir ou suivre à l'université du réseau des référents AGFIP un atelier. Parce qu'en fait, nous avons travaillé cette année avec l'AGFIP et même si ce n'est pas dans le programme officiel, on a réussi à trouver une petite place pour nous et on est accompagné. Donc, il y a un atelier spécifique sécurité sociale. Donc, cet atelier permet de trouver une méthodologie au plan d'action. Alors, il est vrai que l'AGFIP elle est là derrière vous pour créer ce plan d'action, mais s'approprier aussi des outils pratico-pratiques pour mener et structurer un plan d'action, c'est aussi quelque chose d'utile. Alors, il y a un atelier, un présentiel, le 28 au matin à Bordeaux. Pour s'inscrire, il faut revenir vers moi, où on a soit revenir directement vers moi par mail, soit s'inscrire via un forme, ce qui a été inscrit dans notre communauté handicap. Était adressé à ce niveau-là, mais il y a aussi la possibilité l'après-midi d'avoir une restitution de l'atelier du matin avec un cabinet en fait qui nous accompagne. Hein. C'est pas juste fait entre nous, il y a du professionnalisme, je le répète. Voilà. Oui, parce que donc du coup, il y a donc le 27 et 28 mars, vous voyez à l'écran l'université, la nationale, hein, c'est la GFIP qui organise des référents handicap. Déjà, c'est un super moment aussi pour rencontrer des gens d'autres environnements. Et donc, on a cet atelier spécial Sécu qui peut être donc suivi en présentiel ou à distance, ou avoir une restitution pour nous aider à bien construire le plan d'action. Et ça se passera donc à Bordeaux. Je tenais à préciser une chose, cet atelier bien évidemment est ouvert à tout le monde parce que parfois l'organisme peut se dire bon, j'ai un bon taux, du coup, je ne pense pas avoir besoin d'un accompagnement de la GFIP ou de participer à l'atelier, peu importe. Mais dans tous les cas, il se dit, bon, c'est bon, je suis rodée sur l'affaire. Il est vrai que cet atelier, pour moi, est utile à tous les organismes. Tout le monde, oui, c'est ceux qui ont un taux inférieur à 6% et ceux qui ont un taux supérieur à 6%. Pour rappel, nous sommes sur un taux moyen global sécurité sociale, organisme privé et public à 7,03. C'est un très bon taux. Néanmoins, sur les 285 organismes qui répondent aux données PERS et donc dont on connaît les taux, nous avons quand même 94 organismes qui n'atteignent pas les 6% et 48 avec un taux inférieur à 5%. Donc, il y a encore du chemin. Pour arriver à dépasser, à atteindre et dépasser, voire les 6%. Et donc, cet atelier et ces accompagnements GFIP s'adressent vraiment à tout le monde. À tout le monde, et puis il y en aura un peu pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire ceux qui ont un peu atteint leur taux, qui veulent aller plus loin, ceux qui ont besoin. Ouais, mais parce qu'on peut trouver des organismes qui ont un très bon taux, mais qui n'ont pas un plan d'action, en fait. Oui. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'accompagner les organismes qui ont besoin, justement, d'un soutien pour grimper au niveau du taux, mais on peut aussi consolider la politique handicap via un plan d'action, parce que peut-être on fait des actions, on a l'habitude d'en faire, mais il n'y a pas un plan stratégique de communication derrière, il n'y a pas des axes comment clarifiés. On valorise aussi tout ce qui est porté en externe, notamment. D'accord.
Et donc, est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner? Là, on a eu un gros conseil donc, qui était sur le plan d'action. Oui, le premier conseil, c'était le plan d'action. Le deuxième conseil, c'est celui-là de mener un autodiagnostic aussi. De faire un peu le bilan de ce que nous avons fait, ce qui reste à faire. Alors, c'est un tableau Excel, vous le voyez. Oui, donc on a un outil, en effet, voilà. En 2016. Donc, la première chose, c'était se dire, faisons un diagnostic, voyons un peu ce qui se passe. Alors, nous l'avons fait au niveau de l'UCANS et donc au niveau de la sécurité sociale, nous avons fait un grand diagnostic pour comprendre là où nous y étions par rapport à aux politiques handicap. Mais il y a aussi, effectivement, on a décidé d'outiller les organismes avec cet outil d'autodiagnostic où ils sont recensés la totalité des outils. Ou bientôt la totalité, parce qu'on est en réorganisation de cette page. Dans tous les cas, l'outil diagnostic, il est là. Alors, c'est un fichier Excel. Parfois, ça peut sembler complexe, mais moi, je le conseille à tous les référents handicap. Je dis, en fait, c'est un peu une checklist. On vient sur des axes spécifiques, voir quelles actions on a déjà menées. On pourrait mener après. Ça donne des idées aussi. Ça peut donner aussi des idées de se dire, tiens, sur le recrutement, bon, on est déjà sur la multidiffusion, on fait bien notre multidiffusion, on communique bien, mais est-ce qu'il y a aussi des choses? Est-ce qu'on a formé les recruteurs, par exemple? Est-ce qu'on a pris en compte d'autres choses dont, voilà, on n'y a pas réfléchi? Et donc, cet outil d'autodiagnostic permet aussi de préparer le plan de communication. Parce que donc sur notre site ucans.fr, on a un espace organisme, c'est un espace pour lequel il faut demander un accès pour avoir un compte. Et dans cet espace organisme, on a donc un espace dédié à la politique inclusion handicap. Et donc au sein de cet espace, vous avez le lien normalement, on a ce fichier Excel d'outils d'autodiagnostic qui permet en effet de faire le point et puis peut-être d'aller plus loin. Voilà, donc comme le disait Simona, c'est très utile, il ne faut pas se laisser décourager peut-être par l'aspect un petit peu, le côté, il y a beaucoup de choses, quoi, il y a beaucoup de lignes dans le fichier, mais c'est vraiment oui, voilà, utile, c'est un grand fichier, il y a plusieurs onglets, mais il faut l'approcher d'une manière souple et aussi l'adapter aux besoins qu'on a au moment où on approche ce document. Voilà. Et comme tu l'as bien dit, Pauline, on a effectivement une page UCANS, c'est le troisième conseil. Voilà. Le troisième conseil, c'est d'être connecté en interne et en externe. Donc, en interne, on a la communauté handicap sur le réseau, mais on a aussi, bien évidemment, la page UCANS avec les outils mis à disposition par la mission handicap. Et en externe, c'est être dans les réseaux handicap au niveau régional, au niveau national avec la GFIP. Venir à la GFIP, par exemple, à l'université de Bordeaux, ce n'est pas seulement aller faire l'atelier de la sécurité sociale, bien évidemment, il y a énormément de tables rondes. C'est une manière de rentrer en contact avec parfois d'autres aussi référents handicap, de structures qu'elles peuvent être aussi externes à notre réseau, mais qu'elles sont localisées dans la même région. On peut avoir des partenariats aussi. On peut avoir des partenariats, on peut mieux connaître les structures locales comme des associations, des entreprises adaptées, des ESAT qui œuvrent sur le terrain. Donc le fait de sortir de son organisme, c'est vrai que c'est aussi important d'avoir un réseau externe. Et donc on a notamment, tu en parlais tout à l'heure, quand tu parles de communauté en sur un réseau social interbranche qui s'appelle le You Réseau. Il y a une communauté handicap où tu as plus de 700 membres, il me semble. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous encore actifs, mais il y a du monde quand même. Et c'est un bon moyen pour se partager des infos. Oui, alors on a aussi, et ça je remercie les organismes, de publier aussi des questions. Parce que l'espace de la communauté handicap, il n'est pas fait juste pour de l'information descendante, c'est aussi pour partager les bons résultats, on a une action, mais aussi pour se poser des questions, pour se dire, voilà, j'ai une difficulté, pas plus tard qu'avant-hier, un organisme a posé la question sur la LSF, donc quel organisme on pouvait avoir de traducteurs en langage des signes français. Et donc, du coup, les autres organismes répondent, ils ont déjà une liste. C'est un lieu d'entraide aussi.
de partage, d'entraide et bien évidemment d'information de la part de la mission handicap nationale, des référents territoriaux, mais aussi les référents locaux peuvent publier des articles. Ils sont tous les bienvenus. Et dans le guide du référent handicap local, on vous indique comment faire si vous voulez demander un accès à cette communauté. Il y a une adresse mail dédiée. Exact. N'oubliez pas, hein, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, ça va bientôt être à vous. Dernière question, est-ce que tu peux nous dire, à ton avis, toi, quelles sont les clés de réussite pour qu'un organisme en fait réussisse justement, enfin réussisse ou en tout cas puisse consolider ses actions en faveur du handicap? Oui, moi je pense qu'il y a 3 clés de réussite vraiment fondamentales pour réussir au sein d'un organisme à porter et implanter une politique handicap. La première, c'est l'engagement de la direction. Même si le référent handicap il est de bonne volonté, il a les outils, il a les connaissances, s'il n'a pas un appui de sa direction pour pouvoir déployer, qu'on lui donne en fait un espace de parole, que ce soit dans des réunions de service, dans des comités, voilà, il faut qu'il puisse effectivement que la direction l'appuie sur sa démarche de sensibilisation et d'information. Le deuxième facteur, c'est le temps. Nos référents handicap locaux, ils sont multicasquettes et ils ont peu de temps qui les est alloué pour pouvoir mener à bien cette mission. Alors je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un organisme, que la mission handicap, ce n'est pas non plus la priorité rouge pour le service RH de notre organisme, mais c'est vrai aussi que sans le temps, forcément, on ne peut pas agir. Donc c'est aussi un facteur de réussite. Et après, on va avoir le budget. Le nerf de la guerre. Voilà. Bien évidemment, le budget, il faut allouer un budget qui peut être, entre guillemets, un investissement au début. Si on paye une contribution, on va se dire, bon, pour cette année, on attribue un budget à hauteur peut-être de la contribution. On va payer, comme on peut dire, 2 fois la contribution avec un objectif l'année d'après de baisser cette contribution. Et donc, au fur et à mesure, avoir de plus en plus un référent handicap actif qui a mené des actions en interne avec une contribution à GFIP qui va diminuer par l'effet du travail du référent handicap. À savoir que si aujourd'hui nous avons dans l'institution une mission handicap et nous avons une politique handicap si active, c'est parce que les 3 clés de réussite sont au rendez-vous. Oui, en ce qui te concerne. Voilà. Donc un engagement, une implication, un soutien de la direction, le temps. Évidemment, pouvoir quand même avoir le temps de mener des projets et puis un budget alloué. Les 3 conseils. Alors, je vais regarder tout de suite les questions, si on a reçu des questions sur ma petite tablette. Hop, ma tablette qui s'est éteinte. Alors, j'ai une question où je vois, y aura-t-il d'autres ateliers universitaires référents handicap en 2023 ? L'université AGFIP, c'est une fois dans l'année. Donc cette année, ça sera à Bordeaux. L'année prochaine, il y a bien évidemment une autre université. On les a fait Paris avec le Covid, donc c'était complètement dématérialisé. On a fait après à Lille. Cette année, c'est à Bordeaux. Et je ne suis pas sûre que la GFIP nous accompagnera sur un prochain atelier pour l'année 2024. Je le testerai, comme toujours. Donc, je vais aller le demander dès qu'on termine celui-ci. Déjà, soyez au rendez-vous cette année. Oui, d'où l'importance de réussir le premier, enfin, en tout cas celui de 2023. Voilà. D'accord. Cathy, voilà, donc on n'a pas eu d'autres questions, c'est tant mieux, c'est sûrement qu'on a été clair. Je vous propose, alors surtout aussi je voulais vous dire, si vous souhaitez nous donner votre avis sur l'émission, nous aider à nous améliorer, on vous partage un questionnaire de satisfaction, ça prend une minute ou 2, si vous avez envie d'y répondre durant l'émission ou à la fin, n'hésitez pas, on vous le mettra dans la conversation Teams. On va partir sur notre deuxième partie d'émission, un focus sur la plateforme Alex, une plateforme pour accompagner les collaborateurs qui souffrent de maladies chroniques ou longue durée. Et donc, on va pouvoir échanger avec Anne Tuzinski. En fait, c'est assez méconnu dans le grand public, mais les maladies chroniques ou de longue durée comme le cancer, le diabète, la sclérose en plaques
ou même l'endométriose sont une forme de handicap invisible et elles peuvent ouvrir le droit à une RQTH. Et c'est pourquoi la mission handicap a souhaité se doter de cet outil Alex. C'est un outil qui peut aider à la fois les salariés et aussi les personnes qui les accompagnent. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait concrètement ce qu'est ce service, ce qu'on y trouve, comment ça fonctionne? Avec grand plaisir. D'abord, vous avez tout à fait raison, Pauline. On connaît encore mal les liens entre les conséquences des maladies graves et la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. On a beaucoup de personnes qui sont touchées par des maladies graves. C'est un salarié, un actif sur 4 à peu près. Donc pour les organismes qui ne sont pas tout à fait aux 6%, ils ont probablement… Un actif sur 4, c'est énorme. C'est énorme. Ils ont probablement, par l'utilisation d'Alex et la sensibilisation, la possibilité de permettre à des personnes qui l'ignorent aujourd'hui, qui sont touchées par des maladies graves ou chroniques, eh bien d'aller vers eux, d'aller vers une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et c'est un sésame qui est vraiment très utile. Je l'ai expérimenté moi-même dans la vie professionnelle. Alors Alex, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme web qui est disponible tout le temps, partout, sur tout support. Donc elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur ordinateur, tablette, smartphone. Il n'y a pas besoin de la télécharger, c'est un lien qui est mis à disposition et chacun peut l'utiliser comme il le souhaite. Elle accompagne les salariés qui sont concernés directement ou indirectement par une maladie grave ou chronique, les fameuses affections longue durée que vous connaissiez bien mieux que moi à la sécurité sociale. Donc qu'on soit malade, mais aussi, et on le verra tout à l'heure, plus récemment, quand on est manager ou quand on est aidant. Cette web app, donc c'est un outil digital qui est couplé avec une ligne téléphonique qui est disponible, elle, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Alors la web app, c'est super parce qu'elle va apporter de l'information, elle va inviter également à la réflexion. C'est presque un outil d'aide à la décision sur des questions aussi structurantes que je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Est-ce que je dois en parler à mon entourage professionnel? Mais elle ne va pas donner de recettes toutes faites. Elle ne va pas dire oui, vous devez en parler ou non, vous ne devez pas en parler. Mais elle va inviter à la réflexion sur les avantages, les risques d'ouvrir la parole sur ce sujet. Et c'est vrai comme elle est consultable à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, elle est très pratique pour calmer les angoisses nocturnes. Et la ligne téléphonique associée, elle est bien utile quand on a un besoin d'échange sur ces sujets qui viennent chercher des choses un peu qui tournent autour de l'émotion, des besoins d'échange ou des questions un petit peu plus pointues. Donc, il y a un numéro vert qui est le 0800 400 310 que tout à chacun peut appeler quand il le souhaite, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Alors, dans Alex, on va trouver ce fameux parcours d'accompagnement dédié aux personnes qui sont directement concernées par la maladie. Ce parcours va les accompagner depuis l'annonce de la maladie, dès le diagnostic, jusqu'à bien après le retour, en passant évidemment souvent par un temps d'absence et une préparation du retour au travail. En tout cas, pour les pathologies qui imposent une crise un peu aiguë et une mise en retrait de la vie professionnelle. Et puis évidemment, pour toutes les pathologies au long cours également. Alex va pouvoir, dès l'annonce, et ça c'est un point qui me tient beaucoup à cœur, on me demande souvent comment on prépare son retour au travail après une longue absence. Moi je crois sincèrement qu'on la prépare dès l'annonce. Dès l'annonce, on se met en posture, en tout cas on s'interroge sur le fait d'en parler ou pas avec son entourage professionnel. Et c'est vrai que quand on en parle, on part sereinement se soigner, on permet à l'équipe de s'organiser, on organise avec elle, on garde le lien pendant l'absence, encore une fois si on le souhaite, parce qu'il n'y a pas de recette toute faite et ça appartient vraiment à chacun, mais si on le souhaite et si on en a envie, ça permet dans le dialogue de garder un lien avec l'équipe et donc de préparer très en amont cette phase de retour au travail qu'on sait critique, sur laquelle évidemment des dispositifs comme la visite de pré-reprise vont être très utiles, mais encore trop souvent
elle n'est pas adoptée, cette visite de pré-reprise, ou très tardivement. Donc vraiment, Alex va accompagner les personnes qui sont directement concernées par la maladie depuis l'annonce et bien après le retour, parce que quand on revient après un an d'absence, qu'on a été soigné par un cancer, les conséquences de la maladie, elles ne s'arrêtent pas 15 jours après le retour effectif au travail. Une plateforme qui à la fois qui peut servir à sensibiliser, une plateforme d'accompagnement et aussi une plateforme d'aide à la réflexion. Enfin, en tout cas, c'est intéressant ce que vous expliquez aussi, de pas, d'être en soutien et de ne pas être non plus dans des injonctions. Et une plateforme de bien-être. Et une plateforme de bien-être aussi. Et ça, c'est plus récent. Alex a cette particularité qu'elle grandit avec ses utilisateurs. Le Alex que vous connaissez aujourd'hui est vraiment destiné aux personnes qui sont confrontées directement à la maladie et les accompagne dans le parcours qu'on vient d'évoquer. Mais les utilisateurs d'Alex nous ont fait depuis d'autres demandes, notamment pour accompagner les managers qui sont confrontés à des questions qui leur sont très propres. Comment je fais face à une annonce aussi importante que celle de « je suis malade, je viens de découvrir que j'ai une sclérose en plaques ». Ça vient convoquer de l'émotion, y compris chez le manager, donc c'est pas toujours évident de réagir et de rester dans cette posture managériale. C'est ce qui nous distingue des robots, on est des êtres humains avant tout, donc on ne sait pas toujours comment réagir. Il va y avoir une question d'accompagnement de la personne malade, mais aussi des collègues et de l'équipe, parce qu'il va falloir que l'équipe continue à travailler, qu'elle atteigne ses objectifs. C'est ça la vie de l'entreprise. Donc on a vraiment entendu cette demande des managers qui, en fait, utilisaient la partie malade pour comprendre. Et ce sont eux qui nous ont dit, c'est super, parce que grâce à cette partie-là, j'ai vraiment compris ce qui se passait dans la vie de mon collaborateur. Mais moi aussi, j'ai besoin d'aide et d'appui. Et donc, on a développé cet espace manager. Et puis, on a développé un troisième parcours qui est un parcours aidant qui renvoie directement à la plateforme de la sécurité sociale qui est spécialisée sur ce domaine. Donc, Alex, dans sa nouvelle formule qui sera disponible à la fin du mois de mars pour vous tous, a 3 parcours d'accompagnement et 2 nouveaux espaces. Alors, le premier, c'est un espace de bien-être avec différentes capsules qui vont permettre d'être accompagné ou de faire des exercices de sophrologie, de méditation sur des thématiques comme faire face à un pic de stress ou gérer une difficulté particulière, prendre du recul, transformer une épreuve en force. Donc, il y a une 12aine aujourd'hui de capsules bien-être dans l'espace prévention bien-être d'Alex qui vont continuer de s'enrichir au fil du temps. Et puis, un espace formation dans lequel tout à chacun va pouvoir s'acculturer au sujet de l'inclusion au sens large, la maladie bien sûr, mais aussi les danses, le handicap invisible qui arrive prochainement. Et là encore, Alex va grandir petit à petit et apporter des nouveaux contenus à ses utilisateurs. Alors, on a parlé de l'espace prévention, de l'espace formation, de l'espace accompagnement avec les 3 parcours malade, aidant et manager. On a aussi dans Alex une communauté et la possibilité lors de cafés visio qui ont lieu 2 fois par mois. L'un est destiné aux malades et l'autre est destiné aux équipes de référents handicap notamment, où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir s'entraider. Parce que comme le disait très justement Simona, moi je crois beaucoup à la force du collectif, à l'entraide. Quand on est confronté à une difficulté, sûrement un de ses collègues l'a été aussi. Il a cherché, il a trouvé des clés et c'est extrêmement intéressant de pouvoir échanger. Donc Alex a aussi cette communauté d'entraide qui se réunit au travers des cafés visio et les cafés visio sont indiqués très simplement sur la page d'accueil. Il y a les dates, il y a le lien pour se connecter et puis l'heure également à laquelle se connecter. Écoutez, je vous propose de regarder tout de suite une courte vidéo qui résume en fait ce que vous venez de dire en images.
Et alors justement, Simona, comment est-ce qu'un salarié ou un référent handicap ou une personne qui travaille dans les RH peut accéder à ces contenus? Est-ce que c'est en libre accès ou est-ce qu'il faut passer par un intermédiaire? Alors, je rappelle un peu la méthode de diffusion qu'on a utilisée en 2021. C'est vrai qu'en 2021, l'espace Alex, c'était un espace principalement pour les personnes malades. Donc, nous avons donné un code d'accès et on a demandé au service RH, les référents handicap, de remettre ce code seulement pour les collaborateurs qui étaient en situation de maladie. D'accord. Aujourd'hui, voilà, on a décidé avec cette évolution de la plateforme, il y a eu vraiment un changement, un cap. Et là, vous l'avez vu dans la vidéo, il y avait bien le code d'accès. Donc, c'était un code qui était assez gardé, on peut dire qu'au niveau, voilà, au niveau RH. Et là, aujourd'hui, ce code, il est remis au sens large. Alors, effectivement, les collaborateurs qui sont malades, les managers surtout qui ont envie de venir découvrir l'outil pour s'outiller eux aussi face à un collaborateur qui est en situation de maladie. Les aidants, c'est un espace complémentaire, mais en fait renvoie à la plateforme de Lucans suite à l'accord. Donc là, c'est juste un lien qui renvoie, mais l'aidant, il pourrait se ressourcer avec les capsules bien-être, par exemple. Donc, c'est un moyen de diffusion aujourd'hui beaucoup plus large. Alors, la question arrive automatiquement. Nous avons que 2000 options accès. Voilà. 2000 accès possibles pour toute la sécurité sociale. Pour toute la sécurité sociale. Alors, aujourd'hui, nous en sommes. Fin 2022, nous avions 155 salariés. Plus que fin 2022, vraiment, on a tiré les chiffres à fin février. 155 collaborateurs sur les 2000 possibles. C'est vrai qu'on a encore de la marge. Alors, diffusons, aidons, soutenons les personnes qui en ont besoin, parce que je pense que la personne qui ne va pas en avoir besoin, dans tous les cas, il n'aura même pas envie d'aller se connecter. C'est des plateformes spécifiques qui accompagnent des personnes qui sont dans des situations spécifiques. Et le lien, donc la vidéo, elle sera mise à disposition sur le YouRéseau. Le lien, il sera plus largement diffusé avec le code d'accès. À savoir que dès qu'on va atteindre les 1500 collaborateurs, il va se passer deux choses. La première, c'est que nous allons donner une alerte aux organismes pour dire, voilà, il nous en reste plus que 500. Nous, on va suivre alors l'équipe d'Anne-Sophie, et je remercie Claire Deserneau qui est en contact tout le temps avec moi. Elle est derrière nous pour nous aider à voir comment évolue, comment on progresse effectivement. S'il y a à un moment donné vraiment une foule de personnes qui se connectent, si on arrive rapidement aux 2000 ou pas. Dans tous les cas, dès 1500, on va d'une part informer pour dire voilà, on a encore 500 ouvertures possibles, 500 accès. Et de l'autre part, on va aussi relancer les comptes qui sont un peu en sourdine. Les personnes qui se sont connectées, qui ont fait un tour, une ou deux fois, mais qu'après, peut-être, soit ils n'étaient pas malades, soit c'était par curiosité, soit ils sont aussi au début de leur maladie, et donc peut-être un arrêt de maladie de longue durée les a fait partir. Alors bien évidemment, on va poser juste la question aux personnes. Vous avez toujours envie d'utiliser ça? Voilà. Est-ce que vous avez encore envie de l'utiliser? Si on a envie de l'utiliser, on bouge rien. Et sinon, on dit à la personne, si vous vous désinscrivez, ça permet de récupérer votre accès. Donc nous, on va accompagner tout ça. On va le surveiller de près, justement pour que la plupart des personnes puissent en bénéficier. Pour rappel, les référents handicap locaux, des organismes ont un accès privilégié. Donc, ils ont un accès, en dehors des 2000, il faut passer par moi, il faut me demander l'accès. Alors, on a créé un Google Form, il est encore disponible, mais je le remettrai peut-être à disposition dans un message plus récent du YouRéseau. Mais sinon, ça suffit de passer par moi, je transfère à WeCare, à Claire, à WeCare at Work, ce qui va permettre effectivement d'avoir un accès nommé test. Mais en fin de compte, cet accès test, il est un accès normal comme les autres. C'est juste qu'il ne va pas venir se décompter sur les 2000 collaborateurs. Voilà, donc on va laisser la place aux collaborateurs. À savoir que la nouvelle plateforme, en fait, sur sa nouvelle image, le lien va rester le même. Les personnes qui sont actuellement inscrites vont recevoir un message le 30 mars matin.
en leur disant voilà, que la plateforme a un nouveau visage. Et donc, pour qu'ils ne soient pas désemparés, s'ils arrivent à un moment donné sur la plateforme le 31 mars et qu'ils ne retrouvent pas la première page de garde, en fait, elle ne va pas être pareille parce qu'on va voir ces multiples accès disponibles. Mais après, une fois qu'on rentre dans la partie malade, la personne va retrouver ce qu'elle avait avant, en fin de compte. Donc, le 30, à partir du 30 mars, tout le monde aura accès à ce nouvel espace et ça va se faire automatiquement. Ok, super. Et donc, je vois des petites questions qu'on nous envoie. La première, c'est est-ce que tout le monde aura accès à l'espace bien-être? Oui, il me semble. Hein, oui, c'est bien ça. On nous demande aussi, est-ce qu'on va avoir une lettre d'information sur les évolutions d'Alex? Non, on ne fera pas de lettre d'information, on fera des messages. Alors, la manière dont nous communiquons, Pauline, c'est toujours sur plusieurs niveaux. C'est vrai que la lettre d'information, c'est la lettre officielle qui est envoyée au lancement d'un produit, d'un nouveau outil. Mais aujourd'hui, là, l'outil, il est déjà, il est déjà connu. Donc, il y aura plutôt de l'information faite via la communauté handicap, mais aussi une information qui sera adressée aux référents handicap territoriaux, les référents handicap nationaux, qui, eux, relaient les informations sur les canaux internes. Et donc, ça permet en fait une plus large diffusion de cette information et on vous mettra à disposition. Donc, on mettra à disposition des organismes la vidéo qu'on vient de voir, pour qu'on puisse l'utiliser aussi en interne dans l'organisme et c'est un outil de communication. D'ailleurs, on vous a envoyé en début de semaine une newsletter, la news handicap. Si vous ne l'avez pas vue, peut-être qu'elle est tombée dans vos indésirables. Enfin, en tout cas, on l'a envoyée lundi et on a un petit focus sur les évolutions de la plateforme Alex dans cette news handicap. News handicap, la prochaine, je crois qu'elle partira dans 3 mois, en juin. Donc, c'est une news handicap trimestrielle. C'est un des outils de communication que nous avons. Et ça permet, en fait, c'est un outil qui permet de communiquer aussi les informations de la mission handicap. C'est charté sécurité sociale, c'est un joli document à lire. L'idée, c'est que les référents handicap locaux, mais aussi les collaborateurs, parce qu'en fait, on peut la transférer. Vous pouvez, alors donc c'est envoyé à tous les référents handicap et vous pouvez la transférer librement à vos collègues. Il y a des informations sur la mission handicap, des bonnes pratiques aussi, échange d'idées. Les émissions à venir, les rendez-vous, les agendas. Évidemment, tous les rendez-vous. Et pour celles et ceux qui ont envie de découvrir Alex et l'équipe qui se cache derrière Alex, nous serons présents aux universités des référents handicap à Bordeaux. Donc, il y aura un stand Alex. N'hésitez pas à venir nous voir. Ce sera avec grand plaisir. On me demande aussi si le code peut être communiqué à tous les salariés. Oui, alors je conseille vraiment fortement que le code soit communiqué à tous les salariés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais savoir si un salarié il est en situation d'aidance et s'il est en situation de maladie. On n'a pas non plus le droit, on peut dire, d'aller questionner les personnes. C'était toute la difficulté en fait de diffuser ce code seulement aux personnes malades. Il fallait que les services RH soient à connaissance si la personne elle avait une maladie ou pas. Alors, on en est conscient qu'on a un peu restreint au début, mais aujourd'hui, on a décidé vraiment de s'ouvrir au plus grand nombre. Donc, diffuser sans hésitation. N'ayons pas peur qu'effectivement ce quota de 2000 collaborateurs arrive vite, parce que je suis sincèrement convaincue que ce sont les personnes qui sont touchées par des situations de fragilité qui auront le plus envie d'y aller. Et alors, si ces personnes-là, effectivement, sont intéressées à la plateforme, c'est parce qu'ils en ont besoin. Et donc, on parlait en plus donc, de nouvel espace pour les managers. On a aussi cet espace pour les aidants. Donc, ça fait suite à un accord pour les proches aidants qui a été passé en 2022. Une plateforme Je suis proche aidant pour aider les personnes qui s'occupent d'un enfant, d'un parent, d'un conjoint qui souffre d'une maladie. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions éventuellement? Je me tourne parce qu'on a notre propre référente handicap à Lucans qui s'occupe de la modération des questions, Cathy Le Chiffard, on la remercie. A priori, on n'a plus de questions pour aujourd'hui, mais je vous remercie vraiment pour votre participation, puis on reste en lien notamment via la communauté YouRéseau dont on a parlé. J'espère que
vous serez nombreux à l'Université nationale de la GFIP. Quant à moi, écoutez, je vous donne rendez-vous, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission des Rendez-vous de l'inclusion qui aura lieu le 14 avril et qui s'intitule « Comment augmenter mon taux de travailleurs handicapés ?» Des conseils pratiques, on vous communiquera le programme prochainement. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà fait, à remplir notre questionnaire de satisfaction. Nous, ça nous aide beaucoup, notamment pour pouvoir fabriquer des émissions qui répondent vraiment à vos besoins et à vos attentes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Simona. Et merci beaucoup aussi à notre invité. Je pense que ça nous a tous éclairés sur l'utilisation de la ligne téléphonique et puis surtout de la plateforme. Merci Anne-Sophie. Merci à vous pour votre invitation, c'était un plaisir. Et je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir.